beaucoup, Emeline, pour ton invitation. Joie de vous accueillir tous pour ce temps d'atelier qui va durer grosso modo 1 heure et quart, autour donc de la découverte ou de la redécouverte, peut-être pour certains, des intelligences multiples. Comment est-ce que finalement je peux accompagner autrement mon enfant, mon jeune, alors peut-être mon élève, si parmi nous, nous avons des professeurs, peut-être que, Emeline, tu le sais, toi, de ton côté. En tout cas, vraiment heureuse de partager ce temps avec vous, d'expérience, qui est vraiment le résultat de ce que j'ai pu vivre en tant que professeur sur le terrain en particulier. Et pour animer cet atelier, nous allons être deux. Et donc, je te laisse te présenter, Sylvie. Bien, moi, donc, c'est Sylvie Portas, je suis formatrice et notamment formatrice au sein de Flyaway, donc ce qui nous amène aujourd'hui avec toi, Anne-Sophie, à co-animer cet atelier. Et puis, je suis également praticienne en psychopédagogie et consultante en intégration des réflexes primitifs. C'est pour ça que vous allez donc pouvoir éventuellement découvrir la conférence que j'anime le 4 et 5 février, donc autour notamment des apprentissages et de l'intégration des réflexes. Et voilà, joie de co-animer cet atelier sur les intelligences multiples qui est vraiment, en tout cas, une nouvelle grille de lecture, une manière d'accompagner autrement ses enfants si on est parents ou ses élèves lorsqu'on enseigne. Voilà, et donc je suis Anne-Sophie de Chauvigny, je suis la fondatrice et j'ai la grande joie de diriger Flyaway. Et ce que l'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le fruit d'une expérience qui a été d'abord vécue sur le terrain auprès de mes élèves, puisque je suis un ancien professeur de français. Emeline, j'ai eu la joie d'être interviewée par toi lors d'une conférence où j'ai pu expliquer un petit peu, partager cette expérience, voir l'idée étant vraiment de retrouver cette curiosité dans les apprentissages, cet enthousiasme dont on entendait parler tout à l'heure dans le précédent atelier avec Romane, hein, cette joie et cette confiance vraiment que, évidemment, les élèves qui nous sont confiés, nos enfants qui nous sont confiés ont bien plus de capacités, de compétences que ce que je peux imaginer. Et ça, c'est un peu compliqué quand nous sommes parents, effectivement, de nous le redire, quand la journée est un peu compliquée, que les choses ne se sont pas agencées comme nous le souhaitions, etc. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, mais comment, au sein du système éducatif, alors ici français, puisque nous nous basons vraiment dans l'éducation nationale, eh bien, on peut faire autrement, on peut apporter d'autres points de vue, on peut prendre soin de chacun, de son rythme d'apprentissage, etc. Et c'est vraiment l'objet de tous nos accompagnements chez Flyaway. Et ici, on va donc vous transmettre un des outils qu'on a beaucoup utilisé auprès de ces classes, de ces élèves, et qu'aujourd'hui on transmet lors de journées pédagogiques dans le monde de l'éducation, auprès des parents, auprès des enfants, ou bien dans le monde de l'entreprise, auprès des managers, des DRH, etc. Voilà pour qui nous sommes en tout cas et pour vous accompagner. Alors pour cette heure que nous allons passer ensemble, ce que l'on vous propose, c'est de couper les micros lorsqu'on va présenter certaines choses pour vraiment permettre, en fait, notamment pour l'enregistrement et le replay, que tout le monde puisse pleinement entendre tout ce qui va être dit. Bien évidemment, l'idée est que ce temps d'atelier soit interactif. Donc, vous avez dans un premier temps le chat à disposition pour pouvoir éventuellement poser vos questions au fur et à mesure. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure ou toutefois, en tout cas, sachez qu'on dédiera vraiment un temps à la fin pour pouvoir répondre à toutes vos questions, voilà, et pouvoir échanger pleinement. Et puis, vous avez un petit icône qui apparaîtra à certains moments. Et donc, ce petit icône, eh bien, il viendra dire que vous allez être mis en mouvement, en interaction, voilà, et on vous propose bien évidemment de participer pleinement. Alors, l'idée vraiment de ce temps-là, de ce petit atelier, c'est de pouvoir changer évidemment notre regard, d'ouvrir un certain nombre de pistes. Si cet atelier pouvait être apéritif pour nous, eh bien ce serait super. De présenter un ou deux outils ici évidemment que nous utilisons. Faire expérimenter le plus possible, même si c'est en distanciel. Et l'idée, c'est plus je me pose de questions, et peut-être qu'à la sortie de cet atelier, vous vous poserez plein de questions sur comment concrètement je vais pouvoir utiliser les intelligences multiples avec mes enfants ou avec mes élèves. Eh bien, ça sera pour nous gagner avec toi, Sylvie, parce que, en fait, pour grandir, j'ai fondamentalement besoin de me poser des questions.
Et si je me pose pas de questions, en fait, je vais pas aller de l'avant. Donc peut-être que certains seront un peu frustrés sur cette présentation un peu trop rapide, trop condensée, trop ramassée. Mais l'idée, c'est vraiment d'être justement du côté du plaisir que rappelait Romane tout à l'heure dans son précédent atelier. Voilà, vraiment de susciter de l'enthousiasme par rapport à comment est-ce que j'accompagne mon enfant dans ses apprentissages. Et donc, ce temps que nous allons passer ensemble va être autour d'un premier temps de découverte des intelligences multiples. Et puis, l'idée, c'est d'aller vraiment dans cette idée quand même que de quelle façon je peux apprendre autrement, de quelle façon je peux travailler autrement à partir de cette grille de lecture que sont les intelligences multiples ou ces capacités cognitives qu'on va aller découvrir là maintenant. Et en fait, comme tout bon capitaine de navire, nous avons besoin d'objectifs. C'est pour ça que nous avons besoin de notre carte de navigation. Et on le verra notamment dans une des intelligences multiples, combien c'est important pour nos enfants, pour nos élèves, de pouvoir nous fixer des objectifs. Les nôtres, bien évidemment, pas les attentes ni des professeurs, ni les attentes de papa et de maman sur l'enfant, mais vraiment ce qui me fait vibrer pour pouvoir avoir une ligne assez claire de mon chemin, avec peut-être des étapes intermédiaires, bien évidemment. Si on prend la politique des petits pas, hein, c'est pas la peine d'aller fixer un objectif très haut, parce que le risque, c'est que je n'arrive pas et que je sois un peu déçue si justement la montagne me paraît trop haute. Mais voilà, d'où cette carte de navigation et cette envie de dire clairement où nous allons. Alors, petite question pour démarrer. Savez-vous quel est le temps d'attention moyen donc d'un adulte qui assiste par exemple à une conférence, qui lui, en tout cas le sujet l'intéresse pleinement, le conférencier lui semble extrêmement intéressant. Donc vraiment, il y a tous les ingrédients pour pouvoir plonger pleinement dans ce qui est proposé. Selon vous, quel est le temps moyen d'attention? Je vous propose de répondre dans le chat. Peut-être, est-ce que c'est entre… Ah, alors ça y est, on a déjà des réponses, merci. 30, 45 minutes, 7 minutes, 47, 1 heure, 15 minutes, 15 minutes, 7. Oui, les avis sont variés. Oui, les avis sont variés. 1h30. Bien. Ok. Eh bien, écoutez, le temps moyen d'attention d'une personne en mode conférence est entre 8 et 12 minutes chez un adulte. Bien évidemment, ce chiffre est un peu moins élevé pour les enfants. Alors, 8 et 12 minutes, qu'est-ce que ça signifie? Parce que tout de suite, on pourrait se dire, en effet, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart? On n'assiste pas à la conférence de toute façon où il ne va rien nous en rester? Donc, bien évidemment, là, nous sommes du côté de l'attention avant que physiologiquement, naturellement, mon cerveau ne soit happé par d'autres choses et donc déconnecte physiologiquement pour pouvoir, je prends un exemple, si je suis dans cette conférence, à un moment donné, je me dis, oh, j'ai complètement oublié de dire à mon grand de prendre ses affaires de piscine pour la natation. Ah, j'ai complètement oublié d'envoyer tel mail, il faut que je précise ça en rentrant. Bref, avant que mon esprit, mon attention se porte sur d'autres choses. Alors, bien évidemment, nous apprenons à revenir et à ressusciter de l'attention pour être pleinement présent, puisqu'on sait que c'est vraiment un des premiers gestes d'apprentissage, l'attention. Faire attention, ça va être juste essentiel pour pouvoir rentrer déjà en relation dans les apprentissages également. Et donc, bien évidemment, pour être en cohérence avec cela, eh bien, je vous annonce juste qu'après ce temps de présentation sur les intelligences multiples, vous aurez un petit jeu vraiment voilà, qui vous sera proposé juste après. Donc, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles et à être pleinement attentif à ce qui va se passer. Et donc, nous voilà embarqués ensemble pour ces fameuses intelligences multiples. J'imagine que pas mal d'entre vous en ont déjà entendu parler. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à les connaître ou les reconnaître et d'abord, évidemment, de les reconnaître chez soi. Parce que la façon dont je vais expliquer, par exemple, une notion qu'un de mes enfants n'aurait pas très bien compris, eh bien, de manière complètement naturelle et innée, voilà que je fais des jeux de mots, eh bien, je vais passer forcément par ces portes qui sont les miennes. Et le problème, c'est que évidemment, en face de moi, j'ai probablement un individu avec sa carte du monde à lui, et ce n'est pas forcément sa porte d'entrée.
Alors, pour commencer, d'abord, on va se poser cette fameuse question de qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Très souvent, en tout cas, on l'associe à ce fameux test du QI qui a été mis en place par Alfred Binet au début du XXe siècle, en tout cas pour tout ce qui est du côté français. Et qui a le grand mérite d'aller regarder deux choses essentiellement, tout ce qui est du côté de la logique et tout ce qui est du côté du verbal. Évidemment, cette question de l'intelligence, elle nous porte depuis la nuit des temps. Les philosophes se sont posé la question sur ce que c'était que cette intelligence. Les psychomotriciens, aujourd'hui, regardent ce qui se passe. Ils étudient en particulier l'intelligence à partir de ses résultats, c'est-à-dire de ce que produit notre cerveau. Là où, au contraire, les neurosciences cognitives vont aller regarder comment le processus s'enclenche dans notre cerveau. Et par exemple, Pascal Toscani, dans Comprendre le cerveau de mes enfants, explique qu'il n'y a pas moins de 15 synonymes pour parler de l'intelligence. Alors avec toi, Sylvie, on ne va pas du tout avoir la prétention de définir ce que c'est que l'intelligence aujourd'hui. En revanche, ce qui va nous sembler vraiment intéressant, c'est effectivement de l'aborder selon cette fameuse théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner. Et de rappeler que, évidemment, la première des choses à nous dire, c'est que nous sommes tous différents et intelligents d'une manière qui nous appartient, qui nous est singulière. Qui voyez-vous, par exemple, ici, en haut du podium? Qui reconnaissez-vous? Alors, vous pouvez tout à fait répondre dans le chat si vous voulez bien. Et Sherlock Holmes. Oui, il y a Sherlock Holmes, effectivement. Mozart. Mozart, bravo. Zinedine Zidane, oui. Et non, c'est pas Descartes, on pourrait imaginer, mais Shakespeare, exactement. Voilà, donc tout en haut de ce podium, évidemment, nous avons 4 personnes complètement différentes. Quand je suis Zinedine Zidane, j'ai évidemment besoin d'une grande intelligence, d'une très grande motricité pour pouvoir mettre le ballon dans la cage de foot et obtenir le tir et le but, et effectivement le point nécessaire pour mon équipe. Et donc, c'est un homme qui s'appelle Howard Gardner qui a été sollicité par une fondation hollandaise. Donc, ça vient d'abord d'une demande européenne. Howard Gardner, c'est un psychologue qui a travaillé à l'université d'Harvard et à l'université de médecine de Boston. Il est toujours vivant, il est père de 3 enfants, c'est même un grand-père aujourd'hui. Et donc, dans les années 1980, il a répondu positivement à l'appel de cette fondation pour travailler en fait sur cette intelligence cognitive qui n'avait pas été tellement revue finalement depuis Alfred Binet, depuis Jean Piaget et ses définitions de l'intelligence. Et aujourd'hui, la théorie des intelligences multiples qu'il a mise en place dans les années 1980, comme toute théorie, est amendée, complétée. Certains des scientifiques sont tout à fait contre, hein, en particulier, par exemple, Pascal Toscani parle de neuromythe en disant mais cela n'est pas possible, ça n'existe pas tel que l'a défini Howard Gardner. Ce qui est sûr, est ce que là on va vous proposer, nous, on ne va pas se placer d'un point de vue neuroscientifique. Le monde de l'éducation dans les années 1980 s'en est emparé parce que tout d'un coup, on regardait la façon dont on apprenait d'une autre manière, et en particulier dont les enfants apprenaient d'une autre manière. Et donc, ce qui nous a semblé intéressant, et ce que j'ai pu voir sur le terrain avec mes élèves en particulier, c'est vraiment justement que si je ne m'adresse pas selon la bonne porte d'entrée, c'est-à-dire une sorte de capacité naturelle, cognitive naturelle, si je ne tape pas à cette bonne porte, eh bien ça va être compliqué. J'aurai beau répéter un certain nombre de fois, finalement ça sera difficile et délicat. Et donc c'est vraiment le fruit d'une observation. Finalement, il n'y a que l'enfant lui-même qui sache comment il peut apprendre, comment il veut apprendre. Sauf que dans notre formation de professeur, on nous a très peu demandé d'aller interroger l'élève, de savoir justement comment lui a envie d'apprendre, comment ça lui semble le plus facile, le plus aisé, comment est-ce qu'il va retenir facilement, qu'est-ce qui l'amuse pour apprendre. Parce que rappelons-nous que de 0 à 3 ans, nous passons notre vie à nous amuser et que pour autant, nous découvrons le monde et nous l'apprenons. Et donc, la bonne nouvelle, il y en a 2, c'est que tout d'abord, nous disposons tous d'un bouquet. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est représenté par un bouquet de 8 intelligences, donc de 8 capacités cognitives. Et donc, comme vous pouvez le voir là sur ce bouquet, certaines fleurs sont très épanouies, très ouvertes, d'autres sont plus en bourgeon, plus petites. Ce qui est certain, c'est que nous disposons tous de cet ensemble-là, de ces 8 capacités.
ce qui se passe, c'est qu'en fonction de notre histoire de vie, de nos expériences, aussi nos talents, voilà, nos singularités, eh bien, certaines vont être plus épanouies, plus développées que d'autres. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous pouvons, si nous le souhaitons, développer ces capacités cognitives tout au long de la vie. Tout ne se joue pas avant 6 ans. Et donc, de toute façon, nous avons en tout cas cette capacité-là, grâce notamment, là, on peut regarder du côté des neurosciences, où tout ce qui est autour de la plasticité cérébrale et cette capacité à créer des connexions neuronales tout au long de sa vie. Donc, c'est un principe qui est quand même validé par l'ensemble des scientifiques aujourd'hui. Et qu'on sait que notre cerveau va être en développement jusqu'autour de nos 25 ans, donc va continuer ce cheminement-là, eh bien nous pouvons en tout cas développer ces capacités cognitives à partir du moment où déjà on en a conscience et puis qu'on le souhaite. Donc on revient aussi sur cette notion d'objectif qui est importante pour aller nourrir l'envie, la curiosité et voilà, le souhait de pouvoir développer ces capacités cognitives. Et cette motivation intrinsèque dont on a besoin évidemment et sur laquelle on va s'appuyer par rapport aux apprentissages. Alors, pour découvrir chacune des intelligences multiples, nous avons fait le choix avec toi, Sylvie, de vous proposer de les découvrir à travers quelques extraits d'un film que vous connaissez très probablement, Astérix et Mission Cléopâtre. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas vous dire quelle est l'intelligence qui est mise en scène ici, mais que vous allez le trouver. Et je vous propose donc de dire, une fois que vous aurez vu cet extrait, de quelle intelligence, selon vous, cela parle. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmure, on va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Juste là, un homme. Ouais, ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. Alors, est-ce que certains d'entre vous identifient en tout cas, très probablement, sans avoir même le terme exact utilisé par Howard Gardner, mais qu'est-ce qui est mobilisé là? Quelle capacité cognitive apparaît selon vous? L'imagination, l'esprit visionnaire? Oui. L'intelligence spatiale, la créativité, le spatial, la projection. Oui, en tout cas, il y a tout cela qui apparaît dans cette intelligence que l'on nomme visuelle spatiale. En tout cas, que Howard Gardner nommait cette intelligence visuelle spatiale, celle qu'on retrouve d'ailleurs, si vous, Léonard de Vinci disposait très fortement de cette intelligence visuelle spatiale. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une intelligence, en fait, c'est une capacité qui me permet d'avoir une vision en 3D, de me créer des images mentales. Là, si vous regardez dans cette image, vous avez une personne qui voit des pierres au sol et qui, à ce moment-là, est en capacité de se créer une image mentale et d'imaginer peut-être qu'il s'agissait d'un temple athénien. C'est cette capacité de voir les choses en 3 dimensions. Nous l'utilisons en permanence. Lorsque nous lisons, par exemple, au moment de la lecture, nous utilisons cette capacité cognitive, puisque nous créons, nous imaginons le décor, nous imaginons comment, au regard de la description apportée, comment sont habillées les personnes et comment elles sont, etc. Donc, on voit, en tout cas, on l'utilise quotidiennement. On l'utilise également pour s'orienter dans l'espace. Donc, les personnes qui disposent d'un bon sens de l'orientation utilisent notamment pleinement leur visuel spatial. Pour les personnes qui ont également, donc les enfants ou les adultes, qui, lorsqu'ils regardent des images, mémorisent très facilement les images, ou lorsque ces enfants qui adorent faire des puzzles et ont des facilités à faire des puzzles, on le retrouve aussi sur ces enfants qui aiment dessiner, et qui, par exemple, lorsqu'ils vont voir un tableau, un schéma, vont tout de suite comprendre et accéder vraiment au sens des choses. Donc, cette intelligence visuelle spatiale, elle est vraiment importante, notamment il y aurait un lien aussi avec cette capacité de mémorisation,
c'est-à-dire que lorsqu'on est en… Cette intelligence-là est peut-être un peu moins développée, en tout cas ne fait pas partie des intelligences fortes, on peut avoir une corrélation avec les difficultés à mémoriser. Ce qui va être intéressant aussi à voir, c'est que ce sont les personnes qui vont être dans l'espace, vont avoir des facilités à agencer les choses, à repérer. Si par exemple je vous demande de fermer les yeux et de m'indiquer dans quel endroit est situé tel tableau, le meuble, comment est agencé l'espace, pour certaines personnes c'est immédiat, c'est vraiment très facile. Et donc, on va la retrouver dans plusieurs métiers, notamment. Hein, si on regarde du côté… Si du coup, on regarde du côté des métiers, par exemple, on va la retrouver très présente chez les personnes, chez les architectes, chez les taxis, hein, qui conduisent, qui doivent se repérer facilement dans l'espace, les ingénieurs, les designers, tout ce qui va être les paysagistes notamment, hein, qui vont agencer de manière structurée. Donc, on va la retrouver, en effet, dans ces métiers-là, mais dans plein d'autres, bien évidemment. Hein, c'est vraiment une liste non exhaustive, hein, mais c'est pour pouvoir faire du lien avec cela. Et puis, on va la retrouver aussi sur ces personnes qui vont avoir des facilités, ou en tout cas, c'est un outil clé pour apprendre, d'utiliser notamment tout ce qui va être de l'ordre des cartes mentales. Donc, dans le cadre du sommet, hein, il y a eu notamment une masterclass sur le mind mapping. Et bien voilà, en tout cas, c'est un outil extrêmement puissant, les cartes mentales. Hein, d'ailleurs, pas seulement pour l'intelligence visuelle spatiale, parce qu'il mobilise vraiment une grande partie de nos intelligences multiples. Mais voilà, ça peut être une porte d'entrée vraiment très intéressante pour les enfants qui ont cette visuelle spatiale très développée. Et puis, l'utilisation de graphiques, le fait de passer par des tableaux, le fait de passer par le dessin. Et donc, d'ailleurs, des exemples très concrets, là, on va juste vous passer, par exemple, concrètement, ça, c'est une carte mentale hein, qui est pour des élèves de collège. Donc, on voit que c'est une manière de représenter les choses. Là, vous avez des sketchnoting. Donc, le sketchnoting, c'est un autre outil de la pensée visuelle hein, qui ressemble un petit peu au mind mapping, mais qui a une structure un petit peu différente. Et donc là, pour un lycéen, par exemple, qui passe par sa visuelle spatiale, ça peut être vraiment très, très aidant. En fait, juste pour compléter ce que tu es en train de dire, Sylvie, si je vous dis le mot pyramide, que se passe-t-il pour chacun d'entre vous? Vous pouvez, là aussi, si vous le souhaitez, répondre dans le chat. Qu'est-ce qui se passe quand on dit le mot pyramide? Rien, c'est le calme plat. Oui, je vois l'Égypte, je vois la pyramide. Alors, il y en a peut-être certains qui voient effectivement la pyramide de Khéops. En plus, on vous met mission Cléopâtre. La pyramide selon Maslow, ok. J'ai imaginé une pyramide, exactement. Et nous qui habitons Paris, en tout cas tout à côté de Paris, certaines fois on nous répond, nous on voit la pyramide du Louvre par exemple. Voilà, donc c'est assez varié. Ou simplement la forme mathématique. En fait, pour mémoriser, pour apprendre, j'ai absolument besoin d'avoir une image mentale. C'est pour ça que le dessin, les outils de facilitation graphique que sont le sketchnote, la mind map, sont vraiment des outils de mémorisation extrêmement puissants qu'on a probablement oublié d'utiliser en primaire, au collège, etc. Et nous, on a beaucoup fait des cartes mentales. Alors évidemment, la carte mentale, elle n'a vraiment de valeur que si c'est l'élève lui-même qui l'a fait. Hein, pas le professeur, pour commencer, c'est important, ou quand je suis papa ou maman, c'est important de pouvoir montrer effectivement comment on procède. Mais après, plus l'enfant s'approprie l'outil, plus l'élève s'approprie l'outil, et plus évidemment, c'est le gage que toutes les informations vont passer de la mémoire de travail, c'est-à-dire celle que vous êtes en train d'activer maintenant en recevant toutes ces informations ici dans le néocortex, à la mémoire à long terme qui se trouve plus profondément ici dans le cerveau et qui touche, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Romane au tout début, l'amygdale en particulier et puis l'hippocampe, hein, tout ce qui est du côté de la mémorisation et des émotions qui sont si importants effectivement dans le domaine des apprentissages. Voilà, donc c'est vraiment cette visuelle spatiale, quand j'en suis démunie, ou en tout cas cette fleur-là de la visuelle spatiale n'est pas suffisamment développée, et nous on le voit beaucoup avec des enfants qu'on récupère, qui savent très bien lire les phrases, c'est-à-dire qui agencent les syllabes les unes derrière les autres, mais qui ne voient pas, hein, ce que tu rappelais tout à l'heure Sylvie, je ne vois pas l'histoire, j'arrive très bien à lire,
mais il n'y a aucune représentation. Et peut-être que, justement, on peut faire vraiment la différence entre la façon de me créer des images mentales, c'est-à-dire cette capacité que je vais développer entre 0 et 7 ans, grosso modo, et le fait de recevoir des images mentales. Plus je reçois des images, de recevoir des images tout court, plus je reçois des images, moins j'ai de bandes passantes, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, s'il y a des neuroscientifiques parmi nous, ils vont peut-être pas être tout à fait d'accord sur l'aspect très simplifié que je propose, mais l'idée, c'est que si j'ai du temps, hein, si j'ai du jeu libre, si j'ai la possibilité d'imaginer que je suis pompier, que je suis la princesse qui va être sauvée, que je suis maîtresse, c'est-à-dire tous ces jeux d'imagination, je vais développer cette visuelle spatiale. Si je reçois trop d'informations, et c'est pour cela que, évidemment, les médecins aujourd'hui, et notamment Serge Tisseron, parlent de tout ce qui se passe avec les écrans, hein, et malheureusement, les ravages des écrans, et qui ont mis, et en particulier lui a mis en place cette règle des, vous savez, 3, 6, 9, 12 ans, donc un temps d'écran dévolu à chacun des âges des enfants. Parce que, et vous avez vu, c'est le résultat ici d'une enquête qui a été menée en 2005 par des chercheurs allemands sur 905 enfants âgés de 5 à 6 ans. Les dessins ici, les résultats qui ne représentent qu'une partie, hein, de l'ensemble de l'étude, qui donc peut être là aussi un peu simplifié dans ses résultats, mais n'empêche que je trouve intéressant, c'est de voir que, évidemment, la différence entre les enfants qui regardent moins d'une heure la télévision, aujourd'hui on dirait qui reçoivent des images par smartphone, tablette, etc., il y a quasiment plus de télévision, et puis ceux qui regardent déjà plus de 3 heures. Nous sommes en 2005, donc ça fait déjà un bon paquet d'années, et on s'aperçoit effectivement d'un dessin beaucoup plus simple, encore à l'image des bonhommes patates ou tétards, hein, ici dans les dessins du bas, là où il y a quand même déjà des doigts, des cheveux, des habits, déjà ne serait-ce que des habits en haut, etc. Donc tout ça pour dire que effectivement, cette capacité cognitive, elle est drôlement importante pour pouvoir me représenter le monde, pour pouvoir imaginer et surtout pour mémoriser. Et donc, laissons place vraiment entre 0 à 7 ans déjà le développement de cette intelligence-là avec vraiment ces jeux libres, ces temps de jeux d'imagination, voilà, cet espace-là pour pouvoir, les enfants le font en fait très naturellement. C'est important aussi qu'on se rappelle que les enfants très naturellement développent ces habilités-là. Alors parfois, il y a des choses qui viennent freiner, bien évidemment, ces capacités, mais globalement, si on observe ce que font nos enfants, c'est très intéressant déjà de regarder au combien, assez naturellement, cette intelligence visuelle spatiale, il la muscle, il la goûte, il la tente, voilà, ils vont vraiment explorer cela de manière assez naturelle aussi. Donc, quand j'apprends le complément d'objet direct, par exemple, j'ai fini de l'apprentissage de mon complément d'objet direct, quel que soit mon âge, d'accord, on commence déjà au primaire, en fin de classe de primaire, et puis on va le revoir évidemment dans les années de 6e et 5e, et puis on continue, parce que parfois, surtout dans le système scolaire français, on revient un grand nombre de fois sur ces notions. Eh bien, je peux inviter mon enfant à le dessiner, à lui donner vraiment, à le représenter sous la forme d'un dessin. Peu importe, j'ai pas besoin d'être Monet ni Picasso, je peux utiliser des émoticônes, je peux utiliser des symboles qui sont propres à moi. L'un de mes élèves avait utilisé une spirale pour représenter le complément d'objet direct. J'ai jamais compris pourquoi a priori, mais en tout cas, c'était important pour lui et ça lui permettait en fait d'ancrer toutes ces informations. Donc vraiment, n'hésitons pas à faire dessiner les leçons de nos enfants. Il y en a certaines qui apprennent très très bien leur poésie à partir justement du dessin et donc de cette approche-là. Et ça peut être très très efficace. Exactement. Et je vous propose de poursuivre en prenant votre diagramme des intelligences multiples. Alors, nous allons éventuellement vous le mettre dans le chat. Est-ce que c'est possible du coup, Anne-Sophie, ou sinon vous pouvez vous le représenter en tout cas sur une feuille. Ce qu'on va vous proposer en fait là, c'est d'aller observer ce qui se passe pour vous dans un premier temps. Et donc, à chaque présentation d'intelligence, nous allons vous inviter à vous situer dans ce diagramme. Alors, c'est complètement subjectif.
il n'y a pas d'autres questions qui va vous être posées pour aller investiguer. Il y a juste des informations que vous avez entendues là et je dirais de manière assez intuitive, on vous invite à identifier. Alors, vous avez bien compris qu'à développer, c'est le premier étage. Nous avons tous les 8 capacités cognitives. Donc, de fait, j'ai envie de dire que l'étage du dessous là est forcément noté pour chacun. Ensuite, vous allez voir si c'est quelque chose, une compétence, une capacité cognitive que vous avez déjà utilisée, que vous utilisez régulièrement, qui est une vraie compétence ou qui fait appel à l'expert que vous êtes. C'est-à-dire que là, vous vous reconnaissez pleinement et dans cette, souvent on y voit deux choses, on y voit la capacité donc visuelle d'utiliser cette capacité-là et en même temps, certains me disent mais moi j'ai pas du tout le sens de l'orientation alors que pourtant ce que j'entends là, ça me parle. Donc bien évidemment à vous de vous situer là où intuitivement vous vous sentez là maintenant. Ce n'est qu'une photographie à un moment donné, puisque de toute façon, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons la capacité de muscler cela tout au long de notre vie. Voilà, et j'ai bien mis le diagramme que vous pouvez récupérer normalement dans le chat. Et je vous propose d'enchaîner. Alors, êtes-vous de ceux qui avez besoin, par exemple, régulièrement de vous lever lorsque vous êtes parent ici, alors plutôt dans le monde professionnel, pour aller à la photocopieuse ou à la machine à café, que ça fait déjà un petit moment que vous êtes derrière les écrans, peut-être grâce à ce sommet, ou bien est-ce que vous êtes de ceux qui bougeaient sans cesse sur leur siège en essayant de tenter de trouver une position confortable, parce que là aussi, ça fait bien longtemps, et qui marchaient au téléphone en faisant les 100 pas, puis tout d'un coup, vous arrêtez et mince, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Hop, vous repartez et tout d'un coup, l'idée arrive. Alors, si vous répondez à cela par oui, à l'une des 3 propositions, eh bien, probablement que vous êtes du côté de cette fameuse intelligence corporelle kinesthésique tellement importante aujourd'hui et qui malheureusement est si peu prise en compte, en tout cas au collège et au lycée, pour tout ce qui est du côté de l'éducation française. Je sais qu'il y a plein d'expériences menées, notamment dans les pays anglophones, avec du mobilier qui bouge, par exemple, etc. Et parce qu'on prend en compte, évidemment, cette capacité cognitive à être du côté d'une motricité très fine et à avoir besoin de mon corps justement pour apprendre quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez des enfants entre 0 et 18 mois, qu'est-ce qu'ils passent, ou 0 et 3 ans d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils passent leur temps à faire? Eh bien, ils passent leur temps à bouger. S'ils restent plus de 30 secondes assis à un même endroit, on est en droit de se poser quelques questions sur ce qui se passe pour eux, en fait. Donc, l'idée, c'est évidemment qu'ils bougent pour apprendre le monde. Et alors, je ne sais pas par quel miracle, mais en France, on a décidé qu'à partir du moment où on rentrait en CP, à la maternelle, ça va à peu près, mais en CP, ça devenait tout d'un coup très, 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 très sérieux, l'école, et qu'il fallait être assis sur une chaise pendant 6 heures par jour. Or, c'est complètement contraire à la manière dont nous apprenons le monde, puisque nous naissons, en fait, avec cette intelligence corporelle kinesthésique, c'est-à-dire cette façon d'explorer, de toucher, d'avancer, d'être en mouvement. Cette intelligence corporelle kinesthésique, elle est évidemment très développée chez tous les métiers qui l'utilisent de manière très fine, cette motricité très fine que sont les chirurgiens. J'ai plutôt intérêt à ce que mon chirurgien ait cette intelligence corporelle kinesthésique très développée pour que la cicatrice soit la plus nette possible. Pareil chez mon chirurgien, pour que la fraise ne dérape pas sur la mauvaise dent, par exemple. Chez tous les orfèvres, les joailliers, tous les artisans qui utilisent donc leurs mains de manière très très fine, leur corps de manière très fine. Les pâtissiers, par exemple, les métiers de cuisine, évidemment, et évidemment, chez tous les sportifs en particulier, chez les acteurs, etc. Donc, ce sont vraiment des métiers où je vais utiliser mon corps. Alors, on le voit très bien chez nos élèves ou chez nos grands qui, pendant des heures et des heures, quand on arrive en terminale, on les voit, alors moi, je ne sais pas le faire, vous savez, mais ils prennent leur stylo, là, comme ça, et puis ils le font bouger hyper rapidement. Et là, vous pouvez vous dire qu'en fait, ils ont été tellement bien obéissants à ce qu'on leur demandait, grosso modo, de rester tranquilles sur leur chaise, d'oublier leur corps, mais à ce moment-là, leur corps n'est juste que le taxi de leur tête, qu'ils ont trouvé le moyen et le subterfuge quand même de faire bouger quelque chose pour que cette intelligence corporelle kinesthésique dont nous avons tant besoin pour apprendre, eh bien, puisse trouver un exutoire et en tout cas pouvoir ici à minima utilisé.
Alors, cette intelligence corporelle kinesthésique, pardon, nous l'avons beaucoup utilisée en classe, hein, puisque nous avons fait nous avons dansé sur certaines notions, effectivement, des chorégraphies. Voilà, nous avons mis des chorégraphies en place. Et donc, n'hésitons pas vraiment avec nos enfants à mimer la leçon, à mettre en scène une leçon, à réaliser une maquette. Vraiment, utilisons ce corps pour ancrer justement ces informations. Très probablement, un grand nombre d'enfants sont étiquetés aujourd'hui avec une hyperactivité et peut-être même prennent des médicaments pour calmer cette hyperactivité, tout simplement parce qu'on ne sollicite pas suffisamment ce corps. Hein, et notamment à l'école, à partir du moment où je rentre au CP. Alors, ne parlons pas ni du collège ni du lycée. Voilà pour ce qui en est de l'intelligence corporelle kinesthésique. Et on voit aujourd'hui, je me permets du coup Anne-Sophie, c'est qu'on voit aujourd'hui combien les études fleurissent aussi sur le fait d'utiliser des choses qui permettent d'être en mouvement, des mobiliers qui permettent de pédaler ou les chambres à air dans lesquelles on peut poser les pieds pour pouvoir faire réaliser des micro-mouvements ou des assises, les ballons formes ou les galettes sur lesquelles on peut s'asseoir, et combien les études montrent quand même des augmentations de la concentration pour tout élève d'ailleurs, hein, qu'il ait besoin fortement de passer par sa corporelle kinesthésique ou pas, c'est ô combien cela peut être vraiment en lien avec l'augmentation de la concentration. Donc c'est vraiment tout un champ là qui aujourd'hui est de plus en plus quand même mis en avant, valorisé et importante à intégrer. Et donc aussi en tant que parent, s'il y a des parents parmi vous, eh bien ces moments où l'enfant, lorsqu'on l'invite à s'asseoir à son bureau et en tout cas pour qu'il puisse apprendre sa poésie ou sa leçon, si on voit que ça c'est complexe pour lui et que vous sentez cette corporelle kinesthésie qui est là, observez ce qui se passe. Est-ce que si je le laisse positionner, peut-être allongé, dans une posture comme ça qui nous paraît complètement inadéquate, est-ce que finalement, quel est le résultat? Est-ce qu'il connaît sa leçon assez rapidement derrière, ou est-ce que ça a été efficace pour lui, et de quelle manière? Oui, il a peut-être besoin de bouger pour apprendre sa poésie. Si la poésie est sue, et c'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs, si la poésie est sue au bout de 10 minutes, j'ai envie de dire c'est gagné. Donc de quelle manière aussi, nous en tant que parents, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi par rapport à cela, et d'observer toujours dans une idée vraiment d'ouverture, et d'observer ce qui se passe, tout simplement. Alors, je vous laisse remplir votre diagramme pour la corporelle kinesthésique. Où est-ce que j'en suis? Au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5, si j'ose le mettre jusque-là. C'est un très bon outil, et on fait comme ça, en fait, pour tous les stages que nous faisons, que ce soit avec des enfants ou des adultes, parce que, pour le coup, nous pensons de la même manière que Howard Gardner, c'est-à-dire qu'on va pas… Si vous tapez intelligence multiple sur Internet, vous allez avoir pléthore de tests. Or, Howard Gardner est contre ces tests parce qu'en fait, les tests où on va vous poser plein de questions, on va utiliser essentiellement 2 intelligences, et il vaut mieux aller voir ces intelligences in situ, de les observer vraiment. Si on me demande, est-ce que je suis très dans une intelligence interpersonnelle, mais qu'on me pose la question, combien avez-vous d'amis? Est-ce que vous êtes à l'aise dans un groupe? Eh bien, en fait, je peux répondre oui, etc., mais je ne vais pas utiliser l'intelligence réellement. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer en situation. Et donc, on préfère finalement que ce soit vous-même qui fassiez cette image de vos intelligences multiples, de façon, ce que tu rappelais, complètement intuitive, Sylvie, parce que c'est où est-ce que j'en suis de chacune de ces façons finalement d'être au monde et d'apprendre. Voilà, et pour poursuivre, je vous propose toujours un second extrait pour découvrir une autre des intelligences multiples. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Alors, selon vous, quelle est cette intelligence qui
qui est évoqué là dans ce petit extrait. L'intuition. Beaucoup parlent de l'intuition, du langage. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres? Le ressenti, l'observation. Alors, c'est très intéressant parce qu'en effet, il y a les sens. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être en effet associées dans cet extrait et qui d'ailleurs peuvent être aussi, on pourrait faire des liens là avec ce qu'on va vous dire là tout de suite. Eh bien, il s'agit de l'intelligence musicale rythmique. Alors, l'intelligence musicale rythmique, c'est intéressant ce que vous parlez, ce que vous dites autour des sens, de l'intuition, etc. Parce qu'en fait, c'est cette capacité, en tout cas, à être sensible. C'est la capacité à être sensible, à produire, à apprécier des structures musicales et rythmiques. C'est en fait une intelligence qui permet de comprendre les différentes formes d'expression musicale ou de se servir de la musique pour justement s'exprimer ou apprendre. On la retrouve très développée chez les personnes qui, assez spontanément, par exemple, vont battre le rythme. Dès que vous entendez une musique, soit vous battez le rythme, soit vous fredonnez. Il y en a qui vont, d'ailleurs, on pose souvent cette question aux jeunes en leur disant, est-ce que vous apprenez facilement les paroles de chansons? Et donc, ils sont assez nombreux souvent à nous dire, mais très facilement, très rapidement. Si vous leur demandez s'ils apprennent leur cours de la même façon, ce n'est pas la même réponse qui apparaît. Et pourtant, et donc on va voir comment on peut utiliser cette musicale rythmique. Je veux faire référence aussi, alors parce que c'est vrai que dans le musical rythmique, on pourrait arrêter cela aux personnes qui sont très à l'aise, qui jouent d'un instrument, qui s'intéressent à toute la partie technique musicale, voilà, qui pratiquent quelque chose autour de cela. Mais il n'y a pas que cela, il y a également toutes les personnes qui vont être assez à l'aise avec les langues étrangères, et donc notamment qui se saisissent facilement des accents, sans forcément être natifs du lieu, qui vont assez facilement s'exprimer en anglais, en espagnol, qui vont, en tout cas, et donc c'est pour ça qu'on va le retrouver très facilement aussi dans les métiers, souvent dans les métiers des personnes qui font de la traduction, notamment. Donc c'est pour vous dire que ça ne s'arrête pas uniquement au chant de la musique. Et si on va un peu plus loin, je pourrais vous demander si vous savez pourquoi comment en tout cas votre mécanicien par exemple utilise cette musicale rythmique. Le mécanicien, lui aussi, va l'utiliser lorsqu'il va entendre le bruit du moteur. Il va être en mesure de faire du lien, d'identifier que la problématique vient de tel ou tel lieu ou est de tel ou tel ordre. Donc, en fait, la musicale rythmique, vraiment, on l'utilise dans des champs assez divers. Il y a des enfants qui, d'ailleurs, sont extrêmement sensibles aux sons qui sont produits autour. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant ce que vous avez aussi mis en avant. Oui, il y a une main levée. Oui, excusez-moi, du coup, je vous coupe. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, très bien. En fait, je me posais juste la question, qu'est-ce qui, du coup, distingue cette forme d'intelligence-là, musicale et rythmique, d'une intelligence kinesthésique? Parce que pour moi, ça relève des perceptions et des stimulations extérieures qu'on va recevoir sur le plan physique, en fait. Donc, j'ai du mal à les distinguer toutes les deux. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux du coup répondre, Anne-Sophie? Alors, je peux être très adroit avec mon corps, dans une motricité fine, sans pour autant avoir une oreille musicale, en tout cas très développée au départ. Ou être très à l'aise avec le rythme, les sons, etc. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses complètement différentes. En revanche, ce que vous soulignez et que je trouve très juste, c'est que nous naissons avec deux intelligences de manière naturelle. C'est évidemment la musicale rythmique, parce que j'ai besoin pour me développer de bouger, et avec la corporelle kinesthésique, pardonnez-moi, et la musicale rythmique, parce que je vais apprendre ma langue maternelle, déjà in utero, évidemment, et que je vais repérer ces sons et la langue de ma maman, donc les voix, etc., que je sais très bien les identifier au moment de ma naissance. Donc, ce sont deux intelligences avec lesquelles je nais et qui pourtant sont très peu sollicitées dans le système scolaire. Ou en tout cas, je parle vraiment, je me cantonne ici à ce que je connais très bien, c'est-à-dire le système scolaire français.
C'est pour ça qu'on a beaucoup, nous, de notre côté, chanté, mis en chanson toutes les notions à étudier, hein, par exemple, les valeurs approchées par excès et par défaut avec ma collègue de mathématiques sur l'air de Carmen, par exemple, ou bien beaucoup plus humble, je dirais, on a pris à la Clairefontaine pour le participe passé, donc la classe de 6e et de 5e, sur les accords du participe passé ou sur l'attribut du sujet, par exemple. Voilà, donc des choses très simples où en fait, l'idée, d'abord, on sait bien que quand on chante, quand on danse, effectivement, hein, si je prends la corporelle kinesthésique aussi, il y a quelque chose du plaisir, de l'enthousiasme qui se passe, on est effectivement dans la globalité de sa personne et du coup, on ne voit pas le temps passer. Hein. Et moi, j'ai vraiment souvenir, effectivement, d'une chanson autour de l'attribut du sujet avec mes élèves où j'avais mes 28 élèves de 6e, là, qui, la sonnerie avait sonné, eh bien, ils poursuivaient parce que vraiment, on était dedans et j'ai eu un petit moment de recul en me disant mais c'est juste incroyable le plaisir que je vois sur ces visages, le plaisir avec lequel je suis ici avec eux en cours parce que nous sommes en train de chanter sur une notion et après nous l'avons chorégraphié effectivement. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, si ça vous satisfait, mais peut-être que Sylvie, tu veux compléter. Juste, en tout cas, faire du lien que chaque, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé au démarrage, chaque intelligence que nous allons vous présenter là, on la présente de manière, je dirais, on les présente de manière isolée, mais bien évidemment, il y a des interactions entre les unes et les autres en permanence. C'est-à-dire qu'en action, on mobilise plusieurs de ces capacités cognitives. On les mobilise pas forcément de manière complètement isolée. Donc, il y a de l'interaction, il y a du lien entre celles-ci. Et d'ailleurs, je profite aussi de compléter qu'il n'y a pas de hiérarchie. On a commencé par la visuelle spatiale, on les présente de cette façon-là, mais bien évidemment, il n'y a aucune hiérarchie. Elles ont toutes leur importance et leur lien. Donc, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas complètement répondu à cette question parce que, ou enfin, en tout cas, si vous souhaitez, Sophie, est-ce que ça vous apporte des éclairages suffisant? C'est un peu flou, mais bon, ça va venir, quoi. Je sais pas. Si je reprends juste la définition, la corporelle kinesthésique, c'est ma capacité à être très à l'aise avec mon corps et à utiliser une motricité fine. La musicale rythmique, c'est vraiment ma capacité à être très à l'aise avec toutes les structures musicales et rythmiques. Et c'est vrai que l'une ne va pas sans l'autre. On est d'accord. Il y a vraiment, de toute façon, isoler une intelligence multiple reste très compliqué. Mais Howard Gardner, dans sa théorie, lui, les distingue très nettement. Il est vrai que si on prend par exemple un chef d'orchestre comme Mozart, qui avait évidemment une musicale rythmique extrêmement développée, cela va de soi, il a aussi une corporelle kinesthésique très développée parce qu'il faut suffisamment d'agilité, suffisamment d'habileté de doigté, évidemment, pour courir sur le clavecin, sur les touches du clavecin, pour attraper un violon et jouer avec finesse sur les cordes du violon, etc. Donc, j'entends bien combien, effectivement, ça demande peut-être, en tout cas, ça semble mêlé. D'accord. Bon. Merci pour les éclairages. Merci à vous pour votre question surtout. Et je vous propose de poursuivre, peut-être de revenir à la fin. Alors, avec cet extrait-là, nous vous proposons d'en découvrir 2 intelligences. C'est parti. Facture, j'en peux plus de cette paperasse administrative. Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste
parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Alors oui, il y a déjà des réponses dans le chat. Effectivement, on est du côté du verbal linguistique et en creux, évidemment, on est du côté de l'interpersonnel. On va le voir effectivement. Ma capacité, mon intelligence verbale linguistique, c'est vraiment ma capacité à être très à l'aise avec les structures linguistiques. Donc, si je caricature ou simplifie ici, sujet, verbe, complément. C'est l'un des piliers de l'éducation nationale aujourd'hui. Je suis évaluée avec cette intelligence verbale linguistique que l'on retrouve évidemment chez les écrivains. Ici, vous avez Victor Hugo, chez les orateurs, chez mon avocat lors de ses plaidoiries, chez les humoristes qui vont jouer avec la langue au premier, second degré, etc. Voilà, chez tous les enfants qui adorent lire, qui écrivent des journaux ou qui écrivent des romans, des contes, qui aiment qu'on leur lise des livres. Donc, c'est vraiment aimer les mots, jouer avec les mots. On les retrouve chez les enfants qui adorent jouer aux intrus, vous savez, dans les grilles, et qui vont entourer les mots pour aller chercher l'intrus, ou bien ceux qui font des Scrabble, par exemple, avec leurs parents ou en famille, etc. Donc, c'est vrai, ou qui prennent un dictionnaire et qui s'amusent à le feuilleter. C'est vraiment cette intelligence verbale linguistique ici qui est probablement très développée chez l'enfant. Alors évidemment, dans le système scolaire, il y a une étude américaine qui dit que 80% des enfants dits en échec scolaire sont des enfants pour lesquels on ne passe pas par la bonne porte d'entrée. Et quand c'est un des piliers de l'éducation, évidemment, si j'ai pas cette intelligence verbale linguistique et que c'est compliqué pour moi, je risque d'avoir dans mon bulletin que effectivement, je ne corresponds pas à ce que l'on attend de moi dans ce système-là. Du coup, évidemment, cette intelligence verbale linguistique, je vais pouvoir la développer quand j'écris des histoires, j'utilise des métaphores, des analogies, je trouve plusieurs définitions, par exemple, qui vont convenir pour un même mot. Quand je suis lycéen, par exemple, je vais apprendre à prendre la parole devant les autres, la prise de parole en public, par exemple. Tout ça, c'est cette intelligence verbale linguistique que je vais mettre en œuvre. Et donc, elle reste malheureusement très importante. C'est pour ça que lorsque j'utilise l'intelligence visuelle spatiale, par exemple à l'aide du mind map, eh bien, si je suis en déficit de cette intelligence verbale linguistique, qui est très peu présente dans le mind mapping parce qu'il n'y a que des mots-clés, par exemple, eh bien, tout d'un coup, je peux récupérer quelque chose de ma confiance en moi parce que là, je ne suis pas obligée d'écrire des phrases telles qu'on me les demande, même si c'est important, je suis un ancien professeur de français, donc j'aime les mots, j'aime les histoires, etc. Mais parfois, il va falloir passer par la visuelle spatiale pour aller développer cette verbale linguistique. Et en creux, effectivement. Et en creux, il y avait cette intelligence interpersonnelle. Alors, cette intelligence interpersonnelle, c'est une capacité, en tout cas, à entrer en relation avec les autres et à agir et à réagir de manière ajustée. Alors, ce qui n'est pas trop le cas là dans l'exemple, c'est-à-dire que, en tout cas, voilà, on était plus sur la verbale linguistique qui prenait vraiment toute une place, mais ça va être ce moment où, dans l'interpersonnel, les personnes aiment être en relation avec les autres, vont avoir cette capacité aussi à identifier souvent les besoins et les motivations des autres. On fait souvent le lien entre cette intelligence interpersonnelle et l'empathie, cette capacité à se mettre à la place ou en tout cas à comprendre ou à en tout cas rejoindre l'autre là où il en est. Et donc, vraiment, cette intelligence interpersonnelle, elle est clé, notamment dans les apprentissages. Lorsque certains enfants ont cette intelligence plutôt présente, alors on va pouvoir le retrouver dans ces exemples-là, c'est-à-dire qu'un délégué, les enfants qui sont facilement délégués de classe, ou en tout cas qui aiment travailler au sein de groupes, qui aiment réaliser, on peut la développer en réalisant des interviews, on peut également, en tout cas, organiser tous ces temps d'activité et de devoirs, de groupes, de projets en collectif.
c'est vrai qu'elle est précieuse puisqu'en fait, une fois qu'on est dans la vie professionnelle, on nous demande quoi? On nous demande de savoir travailler en équipe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez particulier parce que parfois, cet interpersonnel, alors dans un système éducatif, hein, là, on reprend le système français, ce qu'on disait, hein, et sans en dénigrer quoi que ce soit, mais en tout cas, ce qui va être intéressant de voir, c'est que souvent, dans les relations interpersonnelles, notamment dans le cadre de la scolarité, il y a plutôt tendance à dire, je ne vais pas copier, enfin, attention hein, de ne pas tricher, de ne pas copier sur l'autre. Il y a beaucoup de messages hein, dans ce sens qui circulent. Et ô combien il est important de mettre en lumière quand même cette importance de travailler en groupe. Parce que quand je travaille en groupe, eh bien, je me confronte d'une certaine façon, où je vais à la rencontre, si on va plus loin, je vais à la rencontre de l'autre, mais c'est aussi un espace dans lequel je vais faire des consensus, je vais prendre une place, plutôt à m'adapter ou adapter certaines choses. Donc, en fait, il se passe énormément de choses dans le groupe. Et pour des enfants qui ont une intelligence interpersonnelle plutôt développée, eh bien, c'est important pour eux, parfois, d'ailleurs, c'est ces enfants qui viennent vous solliciter pour dire « est-ce que je peux te réciter ma leçon ?» ou qui se mettent devant la glace de leur chambre à répéter ou à s'imaginer qu'ils sont devant la classe et qu'ils présentent leur exposé devant tout le monde. Donc, et je tiens juste à préciser une petite chose sur l'interpersonnel. On voit aussi tous ces enfants qui sont pleinement à l'aise, c'est-à-dire dans les relations, qui ont plein d'amis, qui vont facilement vers les autres. Cette intelligence interpersonnelle est aussi présente sur des enfants qui peuvent, comme ça, dans un premier temps, paraître plus introvertis, plus en retrait, et qui pourtant ont une grande capacité à aller rejoindre l'autre, à être du côté de l'empathie. Voilà, donc c'est vraiment pas uniquement l'enfant qui s'exprime par une grande extraversion. D'ailleurs, on peut être les deux, hein, ambivertis, donc avec l'extraversion et l'introversion, donc en fonction du lieu dans lequel on est. Mais voilà, c'est important aussi de voir cela, des enfants c'est d'ailleurs ces enfants qui viennent peut-être, quand ils rentrent à la maison, vous lui dites oui, oui, tout va bien, et puis qui sont immédiatement en contact avec quelque chose qui ne va pas. Voilà, qui sont très à l'écoute des émotions et des autres aussi. En fait, ce que tu soulignes avec cette intelligence interpersonnelle, notamment dans le travail, quand on accompagne nos enfants, c'est vraiment être du côté de la coopération et non plus de la compétition. Hein. Dans les classes, par exemple, où si j'ai la chance de pouvoir récupérer des petits amis de mes enfants au moment du goûter et du temps du travail, c'est vraiment comment on va s'aider les uns les autres pour avancer ensemble et grandir ensemble dans cet apprentissage. Or, par exemple, on le voit, un exemple tout simple, hein, la plupart des classes que nous visitons aujourd'hui lors de journées pédagogiques, lorsqu'on accompagne des équipes professorales, sont pour la plupart disposées de telle sorte qu'on est en top-down encore. C'est-à-dire que chacun est individuellement ou par deux face au bureau. Et par exemple, la salle de classe, moi j'avais enlevé mon bureau et on travaillait vraiment par îlot en fait, hein, avec des tableaux, des endroits où on pouvait aller travailler différemment, pour en fait former équipe. Alors on allait bouger les équipes évidemment, on ne va pas rester tout le temps avec le même groupe d'équipes pour favoriser justement cette collaboration entre les portes fortes de chacun pour pouvoir être du côté de cette coopération qui me semble tellement importante dans les apprentissages et qui va tellement nous servir ensuite dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'entrepreneuriat si je deviens entrepreneur, etc. Et c'est de développer effectivement toutes ces qualités interpersonnelles. Je n'ai pas besoin d'éteindre la lumière de l'autre pour faire briller la mienne, mais en revanche, mettons ensemble nos qualités, ce que nous avons compris, ce que nous n'avons pas compris, pour pouvoir avancer ensemble. Et ça, c'est vraiment, ça change l'état d'esprit d'une classe, ça met beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir, évidemment. Voilà. Et donc, si mon enfant parle beaucoup en classe et que sur son bulletin scolaire, ne cesse pas de bavarder, ferait mieux d'écouter davantage ou de participer, etc., peut-être que je peux avoir la puce à l'oreille en me disant, mais peut-être que, en fait, et nous savons très bien faire la différence, nous les professeurs, entre un élève qui est en train de parler du cours ou un élève qui est en train de raconter sa dernière soirée pour les plus grands ou bien ce qu'il va faire dans la cour de récréation pour les plus petits. D'accord ? Donc, c'est juste de se dire, en fait, si cet élève parle, peut-être que cette intelligence interpersonnelle n'est pas suffisamment développée, enfin, on n'y répond pas suffisamment, hein, puisque souvent, on demande aux élèves de se taire et d'écouter.
c'est justement dans l'échange que pour un grand nombre d'entre eux, il y a des choses qui vont se comprendre, il va y avoir ce qu'on appelle du feedback, donc des rétroactivités d'informations qui sont si importantes et qui constituent un des piliers, selon Stanislas Dehaene, de l'apprentissage. C'est parce que je vais avoir tout de suite du répondant, je vais pouvoir corriger quelque chose, je vais pouvoir compléter, je vais pouvoir approfondir quelque chose que tout d'un coup, ça va me paraître beaucoup plus clair, etc. Et cette intelligence interpersonnelle, effectivement, est essentielle. Et donc, il y a son corrélaire qui est l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle, c'est cette capacité à être en mesure d'être à l'écoute de ses émotions, de ses propres émotions, de se fixer des objectifs, à être dans cette… en fait, dans l'intelligence intrapersonnelle, il y a quelque chose de l'ordre de la meilleure connaissance de soi, une capacité à avoir une bonne connaissance de soi, à faire des choix, à se fixer des objectifs, à rester ouvert, en tout cas à l'écoute de ses émotions pour pouvoir identifier les besoins qui se cachent derrière. Donc, cette intelligence intrapersonnelle, on la retrouve chez des enfants parfois qu'on envisage un petit peu dans la lune, ou ces enfants qui peuvent paraître comme ça en retrait et qui en réalité ont d'ailleurs une vie intérieure très riche, si on regarde et on les écoute, ou en tout cas on s'intéresse à ce qui se passe pour eux à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez riche. Ça peut être des enfants également qui se posent énormément de questions, aussi, je dirais, un peu plus existentielles, qui en tout cas vont avoir aussi, et donc ça c'est important à prendre en compte dans le cadre des apprentissages, vont avoir besoin de temps parfois pour intégrer certaines choses, pour faire résonner vraiment les situations, ce qui se passe, une notion si on parle d'apprentissage, et donc qui vont avoir besoin un peu de temps. Et donc si juste après alors soit vous êtes parent et donc vous avez partagé un moment avec votre enfant et vous lui posez tout de suite une question, ben alors et toi tu préfères quoi? Il y en a certains qui vont avoir besoin de ce temps-là juste pour sentir ce qui se passe avant de vous donner une réponse immédiate, parce que ben voilà, il a besoin de faire d'autres liens, de faire mûrir en fait cette question. Et donc se connaître, ancrer ses ressources, connaître ses propres zones de vulnérabilité, ou au contraire connaître ses forces, voilà, ce sont des choses qu'on retrouve dans l'intelligence intrapersonnelle. Et on voit bien ô combien l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle sont clés toutes deux, puisque ça nous ramène à une notion dont on a parlé aujourd'hui d'intelligence multiple, mais on pourrait aller regarder ce qui se passe autour de l'intelligence émotionnelle. Aussi, qui est vraiment, qui fait la richesse dans nos relations. Et donc, comment accompagner en tout cas le développement de cet intrapersonnel, parce qu'en fait, se connaître, on pourrait tous se dire, c'est l'affaire d'une vie. C'est vraiment un cheminement, on peut pas mais même si on voit que certains enfants ont quand même une prédisposition autour de cela, on voit que c'est vraiment tout un cheminement. Et donc la façon de l'accompagner, de stimuler cela, eh bien certains enfants vont avoir naturellement leur petit journal de bord, leur petit journal intime, adorent écrire, et donc ça, dans ce petit journal, ça c'est une manière pour eux, en tout cas, d'aller toucher, d'aller développer cet intrapersonnel. Ça peut être ces petits temps qu'on instaure en famille ou dans le cadre d'une classe, à savoir quels sont les 3 kiffs par jour, quelles sont les choses qui t'ont le plus plu dans ta journée, ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta journée. Vraiment de prendre ces petits temps qui invitent à aller se questionner sur ce qui se passe pour lui. Et puis, c'est ces petits moments aussi, là on vous donne l'exemple là, des mandalas, mais ces temps où l'enfant va pouvoir se retrouver avec des activités qui vont l'inviter à aller un petit peu plus vers finalement son intériorité. Et à contrario, ça peut être aussi cette idée de vraiment l'accompagner dans la définition d'objectifs, de quoi et une phrase qui est quand même clé, c'est de quoi as-tu besoin? De l'inviter par le questionnement à aller s'interroger sur son besoin. Alors c'est loin d'être simple, bien évidemment, mais en tout cas d'aller s'interroger sur cela, et puis de lui permettre aussi de se fixer des objectifs, et donc de prendre aussi la responsabilité, même dans le cadre de ses apprentissages. C'est-à-dire que ce que tu faisais référence, Anne-Sophie, tout à l'heure, c'est à quel moment je vais faire foncièrement confiance à l'enfant, à mon enfant, à l'élève, en l'invitant à aller rechercher aussi, à trouver les portes d'entrée qui peuvent être les plus fluides, les plus simples pour lui aussi. C'est-à-dire que c'est de ça, on vient muscler à travers l'intelligence intrapersonnelle cette capacité à être aussi du côté de la responsabilité.
Ce que j'aime beaucoup avec cette intelligence-là, c'est que ça développe quelque chose du côté du silence intérieur. Dans nos sociétés où parfois tout va très vite, ou lorsque nous posons une question, et là je m'appuie vraiment sur les travaux de Britt-Marie Bridge par exemple, on pose une question, hein, donc ça a été une étude qui a été menée, par exemple, question typique, quand je suis professeur ou même parent, je viens d'expliquer quelque chose à mon enfant et je lui dis, est-ce que tu as compris? À votre avis, combien de temps lui laissons-nous pour répondre à cette question? Allez, on va faire monter les enchères. Si je dis à quelqu'un, est-ce que tu as compris, à mon enfant ou à mon élève? 3 secondes, quelques secondes. Oui, exactement. Ça a été calculé très précisément, hein. En moyenne, nous laissons 2 secondes. Vous avez compris? Allez, on passe à la notion suivante. Tu as compris? Bon, ben, tu emmènes ton petit frère, d'accord? Et on ne laisse pas, effectivement, ce que tu disais de temps pour intégrer, hein, parce que, évidemment, du coup, on s'est posé la question de, a priori, combien de temps avons-nous besoin pour entendre la question, la faire descendre, pouvoir faire des liens, commencer à y répondre et enfin donner cette réponse. Est-ce que ça, vous savez de combien de temps, en fait, en moyenne, nous avons besoin? C'est quasi instantané. Oui, ça c'est vrai, en tout cas sur la question qu'on posait tout à l'heure. 2 minutes. Ok, c'est vrai que c'est super si on peut laisser 2 minutes à la personne en face. Au moins 1 minute. 5 minutes. Alors, ce serait vraiment l'idéal, effectivement. En fait, on a besoin à minima d'une trentaine de secondes. Et je vous assure qu'en étant maman ou bien en ayant été dans une vie antérieure professeur, eh bien quand je m'amuse à compter le nombre de secondes dans ma tête, donc à faire silence moi-même, et je compte 26, 27. Ah, au fait, maman, est-ce que c'est bien ce que tu m'avais dit là? Ou bien, c'était inévitable en cours, madame, j'ai pas compris vraiment le truc là que vous venez d'expliquer, etc. Donc en fait, ça veut dire que si je laisse du temps, je vais aussi donner la permission d'entendre un certain nombre de choses. Alors, ça peut me faire très peur parce que, notamment si je suis professeur, ça veut dire, oh là là, mais tout d'un coup, le professeur ne parle pas. Le risque, c'est que dans ma classe, ça monte, ça prenne de l'ampleur, ça fasse du bruit et finalement, je perds mes élèves. Ça veut dire aussi, tout d'un coup, quand je suis maman, mon enfant peut se dire, mais pourquoi maman ne parle plus tout d'un coup? Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Ça parle aussi de mon intériorité et du fait d'être confort avec laisser ce silence ou pas. Mais en tout cas, c'est drôlement important parce que ça va me permettre vraiment de laisser du temps pour que les choses maturent. Quand j'ai étudié une notion, quand j'ai fini un temps d'apprentissage, de devoir le soir avec mon enfant, je peux lui poser la question suivante: avec quelle émotion tu repars de ce temps que nous avons passé tous les deux, de ce que tu viens d'apprendre? Qu'est-ce que tu as envie de retenir de ta compétence que tu viens d'acquérir pendant ce temps de travail? Peut-être me répondra-t-il pas tout de suite, peu importe. Ce qui est le plus important, c'est la question qui est posée. Voilà, et donc cette intelligence intrapersonnelle, elle est très peu utilisée, là aussi, dans le monde scolaire, malheureusement. Alors, on en arrive presque à la fin de la découverte de ces intelligences multiples et on va vous faire quand même un peu travailler parce que peut-être que là, il y en a certains qui ont envie de bouger sur leur chaise, etc. Je vous propose de compléter la suite de nombres. Si j'ai 1, 2, 6, 24, 120, 720, le prochain nombre sera lequel? Alors là, il y en a peut-être certains qui se glacent à l'intérieur en disant « Ah, c'est pas possible, là c'est la fin, j'en peux plus. On me demande en plus de faire des trucs qui ressemblent vaguement aux maths. Moi, j'ai toujours été nulle à l'école. » Enfin bon, vous savez, toutes ces petites voix saboteuses dont Romane parlait d'ailleurs tout à l'heure. Alors, est-ce que certains parmi vous ont trouvé? Oui, x7. Effectivement, ici, pour passer à 2, j'ai multiplié par 2, multiplié par 3. Ici, de 6 à 24, j'ai multiplié par 4, multiplié par 5, multiplié par 6, 120, multiplié par 6 égale 720. Et donc, si je multiplie par 7, je vais tomber sur 5040.
Effectivement. Donc, c'est quelque chose logique hein, qui s'effectue ici. Et si je poursuis toujours dans le même sens, deux pères s'en vont à la chasse avec chacun un de leurs fils. Ils tuent chacun un canard. Pourtant, lorsqu'ils reviennent, ils ne rapportent que 3 canards. Qu'est donc devenu ce 4e canard? Là, on est vraiment rude, Sylvie. On vous fait travailler. Oui, certains le connaissaient, effectivement. Il s'agit, en fait, il n'y a que 3 personnes, d'accord? Puisqu'il y a le grand-père, qui est bien le père du père, et il y a le père et le fils. Donc, il n'y a pas de 4e canard. Nous avons bien 2 pères qui vont chacun avec un de leurs fils. Voilà, et donc là, c'était 2 petites énigmes pour vous permettre de découvrir l'autre grand pilier de l'intelligence utilisée à l'école, l'intelligence logico-mathématique, qui est donc cette grande capacité à faire des liens, à trouver tous les liens de causalité, de conséquences. Donc évidemment, elle va être très développée chez tous les scientifiques, ici vous avez Stephen Hawking par exemple, mais elle va être évidemment très développée chez mon détective, très développée aussi chez mon mécanicien qui effectivement va, pas chez mon mécanicien, pardon, chez tous les policiers qui vont remonter les éléments de l'enquête pour trouver effectivement l'auteur du vol, par exemple. Ce sont tous les enfants qui vont poser plein de questions. Mais maman, comment est-ce que se forme la pluie? Comment marche une dynamo? Qui vont vraiment démonter les ordinateurs pour voir comment ça fonctionne, qui sont très curieux de comprendre les enchaînements des événements, par exemple. Et donc, on la retrouve évidemment chez mon médecin aussi, puisqu'il va utiliser tous les symptômes que je suis en train de lui dire pour pouvoir trouver effectivement la maladie qui est en train de me tomber dessus, par exemple. Voilà. Et cette intelligence logico-mathématique, elle se développe et on la trouve très à l'œuvre dans les énigmes, évidemment, on vient de le voir, dans tous les sudoku, quand on s'amuse avec les suites de nombres, quand on s'amuse à calculer le nombre de voitures blanches sur l'autoroute lorsque l'on fait un trajet, par exemple, dans les jeux de société, en particulier dans les échecs, et puis dès lors qu'on utilise un arbre généalogique ou une frise chronologique. Hein, quand on est en histoire, eh bien, on va utiliser cette intelligence logico-mathématique pour l'agencement des différents faits et des différentes dates. Quand je suis avocat, je vais construire une plaidoirie en utilisant les arguments les uns derrière les autres, de telle sorte qu'il y ait effectivement quelque chose qui soit cohérent. Donc, cette intelligence logico-mathématique, elle n'est pas uniquement dévolue au monde scientifique, elle se trouve évidemment dans tous les domaines de notre vie. Quand je suis parent, vous savez, au moment de ce mois si agréable que l'on appelle septembre, où tout d'un coup, c'est le branle-bas de combat entre les diverses emplois du temps de mon mari, de mes enfants, des activités extrascolaires, de l'emploi du temps du collège, du lycée et de la classe et de l'école primaire, qu'il faut tout combiner, etc., pour que chacun soit en sécurité au bon moment et au bon endroit, eh bien évidemment, j'utilise cette intelligence logico-mathématique. En France, tous les cours sont présentés avec cette intelligence logico-mathématique. Grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B, etc. L'utilisation d'une feuille de façon en portrait, plutôt qu'en paysage, impose en fait quelque chose de linéaire qui va se dérouler et donc une intelligence logico-mathématique. Voilà, donc elle est très, très prégnante, évidemment, dans la façon aujourd'hui de recevoir et de transmettre les apprentissages. Si je suis en déficit de cette intelligence logico-mathématique, ben, ça va être un peu compliqué, ça risque en tout cas d'être un peu compliqué pour moi dans le système scolaire. Et chez votre enfant, c'est ce moment où ils sont dans cet âge du pourquoi si. Et donc vraiment, hein, je dirais, même si parfois pour un parent, ou voilà, ça peut être prendre énormément d'énergie, c'est vraiment d'aller encourager quand même ce pourquoi et peut-être aller investiguer, qu'il puisse lui-même aller investiguer des choses, mais en tout cas de l'accueillir, ce pourquoi. La dernière intelligence mise en place par Howard Gardner dans les années 1996, alors elle est un petit peu plus récente que les autres, c'est la 8e ici, c'est l'intelligence naturaliste. Elle comporte 2 grands axes. Le premier axe,
Merci beaucoup. Le premier axe, c'est vraiment d'être à l'aise avec le monde minéral, végétal, animal. Ce sont tous les enfants nous, à Paris, on a souvent des cours qui sont entièrement bitumés, où on a très, très peu d'espace vert. Et c'est donc l'enfant qui va trouver le seul ver de terre qui se faufile là, entre quatre malheureux brins d'herbe, et qui va dire « Maîtresse, maîtresse, regarde ce que j'ai trouvé !» Voilà, c'est les enfants qui sont très à l'aise pour caresser les animaux, qui adorent faire du cheval, etc., qui aiment être reliés au ciel, être à l'extérieur, hein, être enfermés tant de temps à l'intérieur d'une même pièce, est impossible pour eux. Et comme la nature est extrêmement ordonnancée, en fait, mon intelligence naturaliste, son second pilier, c'est vraiment tout ce qui est du côté du rangement, du classement, du tri. Ici, vous avez Darwin, qui en est un exemple probant, évidemment, de cette intelligence naturaliste. On la retrouve chez les agriculteurs, chez tous ceux qui pratiquent la permaculture, par exemple, chez les botanistes, chez les sociologues, chez évidemment mon psychiatre qui va répertorier l'ensemble des symptômes ou des pathologies pour pouvoir classifier un certain nombre de choses dans ce que je suis en train d'évoquer. On la retrouve chez la documentaliste, chez le pharmacien qui a besoin que tous ces médicaments soient extrêmement rangés pour gagner du temps et évidemment trouver le bon médicaments au bon endroit. Voilà, on la retrouve évidemment chez les sociologues également. Donc, cette intelligence naturaliste, elle est très développée chez nos enfants qui font des collections. Hein, tous ceux qui ont fait des collections de coquillages, de cailloux, voilà, quand ils étaient plus petits, peut-être que certains d'entre nous sont philatélistes, par exemple, et collectionnent les timbres. Voilà, quand on aime regrouper des éléments sous certaines catégories, eh bien, on a cette intelligence naturaliste développée. Lorsque on aime aussi que sa chambre ou son bureau soit parfaitement rangé, alors oui, ça existe même chez nos enfants, même chez certains ados qui ne supportent pas que leur bureau soit en désordre, eh bien, c'est qu'il y a cette intelligence-là, c'est-à-dire je me sens plus à l'aise, tout doit être effectivement ordonnancé. En ce sens, elle est très proche évidemment de l'intelligence logico-mathématique. Hein, et Olivier Houdet montre bien qu'effectivement, dans le cerveau, à ce moment-là, ça serait à peu près la même zone qui agirait, qui serait mise en mouvement. Et donc, lui, il n'est pas tout à fait d'accord sur cette intelligence naturaliste. Moi, ce qui me semble vraiment important, et ce que j'ai vu avec mes élèves ou ce que je vois avec mes enfants, c'est combien certains d'entre eux ont besoin de se retrouver à l'extérieur. Hein, et souvent, on invite à ce moment-là, quand on a la chance d'avoir un jardin ou peut-être un jardin public pas trop loin, ou de pouvoir aller se balader en forêt, si on est plutôt du côté de la campagne, eh bien, de prendre son cours, d'utiliser évidemment peut-être un casque quand je suis plus grand, ou bien d'aller réciter sa leçon dehors en marchant, hein, en étant à la fois en mouvement et en contact avec les éléments naturels. Voilà pour cette intelligence naturaliste. Et donc là, vous finissez avec ce bouquet dont on présentait au démarrage de ces 8 intelligences, donc la logico-mathématique, la naturaliste, la musicale rythmique, l'interpersonnelle, l'intrapersonnelle, la verbale linguistique, la corporelle kinesthésique et la visuelle spatiale. Et donc, vous avez peut-être pu remplir votre diagramme des intelligences multiples et là, vous apercevoir peut-être de celles qui sont plus développées, celles qui le sont moins. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, nous, on invite souvent à le dater, puisqu'on se dit, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est une photographie à un moment donné. Et on peut aussi prendre ce temps individuellement pour se poser la question suivante, c'est voilà, ce dont je suis fière, voilà, ce pourquoi je suis fière, voilà, d'avoir développé, et celles que je me reconnais vraiment et qui font très probablement aussi ma singularité, qui contribuent à plein de choses, et à la fois celles que j'aimerais peut-être développer. Et celle que j'aimerais développer n'est pas forcément celle qui se situe, je dirais, à l'étage un peu au 2e ou au 3e. On peut souhaiter avoir une visuelle spatiale déjà au 4e et se dire, mais tiens, j'ai envie vraiment d'aller encore un peu plus loin par rapport à cela. Donc, ce n'est pas forcément celle qui se situe le plus bas. Et donc, ce qui va être intéressant là aussi, c'est avant même d'aller observer ce qui se passe chez votre enfant ou bien les élèves, si vous êtes professeur, c'est juste de se dire qu'est-ce qui se passe pour moi. Parce qu'en fait, souvent,
quand c'est un peu tendu ou complexe avec son enfant, notamment sur les temps de devoir, je ne sais pas si ça parle à certains, mais on peut se dire, mais en fait, on n'a peut-être pas tout simplement les mêmes portes d'entrée. Donc, c'est sûr que si je lui répète la même chose de la même façon, ou en tout cas, où je lui dis, tu sais, moi, je fais comme ça, et moi, ça marche bien, etc., mais que je ne prends pas le temps de voir ce qui résonne plutôt chez mon enfant, eh bien, forcément, ça peut amener quelques tensions. Donc, c'est intéressant, en tout cas, juste de prendre conscience de nos portes d'entrée pour pouvoir aussi après observer celle de son enfant et donc de voir de quelle manière je vais peut-être, moi aussi là en tant que parent, user de créativité ou bien en tant que professeur quand on est en classe. Mais oui, le petit jeu. Bah oui, je crois qu'il est largement le temps. On a largement dépassé entre les 8 et 12 minutes, vous avez bien vu en termes d'attention, mais on va quand même tenter. Faites ce que nous disons, ne faites pas ce que nous disons. Hein. C'est quelque chose dans cet ordre-là. Ok, et donc on vous propose de réactiver les IM, ici les intelligences multiples. Voilà, assez rapidement, une manière de réactiver. Si vous pensez, donc je vous invite après à marquer la réponse dans le chat, si vous pensez surtout en images, si vous aimez les couleurs, les croquis, les dessins, et que vous avez besoin de représentations graphiques, visuelles, de vidéos, à votre avis, quelle est l'intelligence qui est mobilisée ? Vous pouvez le noter dans le chat ou éventuellement, oui, c'est bien cela, c'est la visuelle spatiale. Ensuite, si vous pensez surtout seul par vous-même, que vous aimez la réflexion personnelle, lire des textes qui vous enrichissent, et si vous avez besoin de moments de calme, de solitude, de vous recentrer, quelle est l'intelligence qui est mobilisée ? Alors, tout de suite, on a des réponses. En effet, nous sommes sur l'intelligence intrapersonnelle. Si vous pensez surtout en bougeant et que vous aimez toucher les choses, vous lever, faire des maquettes, parler avec les mains, vous avez besoin d'un lieu pour bouger, de quelle intelligence ? Oui, la kinesthésique, c'est bien ça, kinesthésique corporelle. Et puis, une dernière question, quelles sont les 5 intelligences multiples qui restent à nommer ? La logico-mathématique, la musicale rythmique, oui, l'interpersonnel, la verbale linguistique et la naturaliste. Quelle équipe ? On voit là le collectif, le pouvoir du collectif, moi je dis. Bravo. Donc, l'idée là, on vous l'a dit, c'est vraiment de ne pas enfermer un enfant ou même de s'enfermer soi-même dans une étiquette, d'accord ? C'est la même chose pour le QI, c'est la même chose pour le WISC, pour le Waze, etc. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de départ et comme c'est tout le temps en évolution et que finalement le bouquet d'intelligence ne se construit pas avant 4 ans, de toutes les façons, aucun test, c'est vraiment priorité à l'observation de l'enfant, du jeune que j'ai en face de moi. Comment est-ce qu'il aime de façon naturelle pouvoir apprendre ? Et ça, c'est très simple d'observation à partir du moment où vraiment je suis dans cette disposition. Hein. Nous, concrètement, quand on avait fait ces journées d'intégration, on avait mis en place une course d'orientation et on voyait très bien avec 8 points, évidemment, pour les 8 intelligences, et on voyait très bien les élèves qui étaient très à l'aise systématiquement avec l'activité qu'on proposait à tel point plutôt qu'à tel autre. Voilà. Et ça, si je pose des questions, mais comment toi, tu as envie d'apprendre ? Comment ça serait le plus simple pour toi ? L'enfant spontanément ou le jeune, alors le jeune un peu moins parce qu'on lui a tellement appris à répondre de certaines manières que parfois c'est un peu plus compliqué, mais l'enfant, et on le voit très bien nous, dans les différents stages que nous accompagnons en happiness primaire, il y a des choses qui répondent complètement spontanément sans que ça pose de problème. C'est plus au niveau du collège et du lycée où ça devient un peu plus compliqué. Donc vraiment, prenons le temps d'observer notre enfant, à la fois dans le domaine scolaire, mais en dehors du domaine scolaire, puisque les intelligences multiples, en fait, ce n'est pas cantonné au système scolaire. Hein, c'est vraiment dans notre vie de tous les jours. Plus cet environnement sera riche en intelligences multiples, et plus je vais développer finalement ce bouquet d'intelligence et être du côté d'une adaptabilité. Si l'on pouvait oser une petite définition de l'intelligence, ce serait vraiment cette façon de m'adapter à la vie, à ce qui s'y passe, être du côté d'une créativité,
à mobiliser mes ressources, peut-être pour trouver des chemins de traverse quand ça achoppe pour moi dans un apprentissage, par exemple, etc. Voilà. Et donc, plus je vais avoir ce bouquet d'intelligence, vous vous souvenez, qui sortait du cerveau, et donc toutes ces fleurs épanouies, et plus, effectivement, je vais pouvoir m'adapter aux surprises, qu'elles soient peut-être pas aussi bonnes que je le souhaite, ou au contraire excellentes de la vie. Et l'idée, c'est évidemment de faire des ponts. Nous avons chacun, vous avez peut-être vu dans votre propre diagramme, 2 ou 3 portes d'entrée où vraiment c'est naturel, c'est simple pour vous. Et l'idée, c'est de passer par ces portes-là pour asseoir la confiance, parce que là, je sais faire. Je sais comment je peux résoudre quelque chose pour aller développer ce qu'on appelle l'estime de soi, donc l'image que j'ai de moi-même, c'est-à-dire le regard que je porte, la valeur que je m'accorde à moi-même, et pouvoir ensuite aller développer ces autres intelligences. Donc, par exemple, quand je suis en déficit de cette intelligence logico-mathématique, je vais tout à fait pouvoir passer par la musicale rythmique. Prenons un exemple très concret, les fractions, par exemple. Je vais pouvoir aller utiliser les notes et la valeur des notes. Une noire, ça sera une demi-blanche, par exemple, et je vais pouvoir jouer de la musique pour aller apprendre les fractions. Donc, il y a tout un système, en fait, de pont à faire entre les diverses intelligences. Il ne s'agit pas de renforcer les portes fortes de l'enfant ou du jeune. Il s'agit d'aller développer l'ensemble de ce bouquet. Voilà, en tout cas, vraiment faire des ponts est important. Et donc, on voit ô combien, lorsqu'on ne passe pas par la bonne porte d'entrée, ce qui se passe pour un enfant, pour un élève, c'est comme si on était ce pingouin au milieu du désert et ce lion dans l'igloo. Donc, vraiment, ce que tu viens tout à fait là de décrire aussi, de ce que ça peut générer, notamment, pas uniquement au niveau des apprentissages et de cette adaptation, mais aussi en termes d'estime et de confiance en soi, bien évidemment. Et pour certains enfants, effectivement, c'est comme, alors je ne sais pas si parmi notre auditoire, il y a des personnes qui parlent le chinois. Si je ne parle pas le chinois et qu'on me dit, écoute, Anne-Sophie, demain tu pars en Chine pour un temps indéterminé. Alors peut-être qu'au début, je vais être complètement dans l'excitation parce que découverte d'un nouveau monde, d'une nouvelle culture, etc. Donc premier jour, super, deuxième jour, super. Et puis le troisième jour, d'abord, je ne parle pas très, très bien anglais, puis je ne comprends pas très bien l'anglais qu'il parle, et puis j'arrive toujours pas avec la langue, et puis finalement, je vais finir par me décomposer, et ça va être compliqué pour moi parce qu'en fait, on ne me parle pas ma langue. Et donc, pour un certain nombre d'enfants, effectivement, parfois, l'école, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Et 6 heures pour des élèves de primaire ou davantage, parfois 7, 8 heures pour des lycéens, quand en plus il y a des options, eh bien le temps est très, très long. Et parfois, même j'ose utiliser le terme de torture pour certains des élèves. Ce n'est pas le cas, évidemment, de tout le monde. Il y en a qui adorent l'école. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être du côté de cette confiance inconditionnelle que chacun de nos enfants, chacun de nos élèves va vers les apprentissages selon son rythme, selon ses portes d'entrée. Alors, il y en a certains comme la tortue qui se laisse glisser au fil de l'eau. Il y a la taupe qui va sans cesse poser des questions. Mais pourquoi? Mais comment, madame, ça fonctionne? Et maman, comment est-ce que ceci et cela, etc. Et qui ont besoin vraiment d'approfondir. Il y a le lapin, alors lui, il court, il bondit vers les apprentissages et ça pose pas de problème. Sachons cependant les reconnaître parce que si ça fonctionne bien pour eux, tant mieux. Mais en tout cas, on a aussi besoin d'être reconnu parce que ça se passe bien. Et puis, il y a mon oiseau qui semblerait un peu voler, qui a peut-être la tête dans les nuages. On peut avoir ça aussi parfois, malheureusement, sur certains bulletins de notes, n'est pas tout à fait présent, n'utilise pas toutes ses capacités, etc. Mais si, justement, je suis attentive à ce qui se passe pour lui et dûment accompagnée, à ce moment-là, il va aller aussi, à sa façon, à son rythme, vers les apprentissages. Et tous les enfants ont absolument toutes les ressources en eux pour y aller. Ça, c'est sûr. Alors, ça n'empêche pas qu'en tant que parent, je puisse être un peu agacée certaines fois, même en colère, etc. En tant que professeur, que j'ai envie, avec tout mon bon cœur, d'aider ces élèves et que parfois, ça achoppe vraiment et c'est compliqué. Mais voilà, gardons au moins au cœur et dans l'esprit combien, évidemment, ces enfants-là ont des capacités bien plus énormes que ce que je peux imaginer. Et avant un petit temps pour répondre à vos questions, et notamment j'ai vu une question qui est arrivée là sur le chat, juste vous inviter à poser un mot positif avec lequel vous repartez de ce que vous avez pris pour vous dans cet atelier. Voilà, ce qui a peut-être le plus résonné, ou voilà, ce avec quoi vous repartez là de ce temps passé et de ce que vous avez pu entendre, partager, voilà, faire comme lien.
tous capables, oui, tous intelligents. Oui, les richesses à développer. Observe. Observer. Faciliter l'expression des intelligences, la notion de bouquet. Comprendre nos portes pour respecter celles des autres et développer chacune des portes. Avoir plusieurs intelligences. Et vraiment comprendre nos portes pour respecter celles des autres et puis finalement l'inviter du coup à lui laisser la place pour pouvoir aller les découvrir, les exprimer, ça va être essentiel. Encourager à accepter les différences. Permaculture des intelligences, oui. Oui, c'est important. Il y avait une question. Hop. Oui, juste avant, merci beaucoup en tout cas de tous vos retours. Et est-ce qu'on a des outils pour présenter les intelligences multiples à des lycéens? Alors, on leur explique en fait, c'est vrai que nous, on a nos supports en fait, et puis on a des jeux en fait qui leur permettent, enfin, parce que l'idée c'est d'être, plus je suis acteur de mon apprentissage et plus je vais le retenir. Donc en fait, avec tous les outils de ludopédagogie que nous utilisons, en fait, on leur donne ils vont construire ces informations autour de la théorie des intelligences multiples par eux-mêmes à l'aide d'un jeu qu'on appelle l'apprentissage à la carte, voilà, par exemple. J'ai compris que chaque personne peut avoir une intelligence différente de soi. Oui. Voilà, donc en tout cas, si vous avez des questions, et si vous avez la sketchnote qui représente Flyaway, voilà, nous intervenons donc beaucoup dans le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise aujourd'hui. Un grand merci Anne-Sophie et Sylvie. Je trouvais que c'était très clair et ça va être très positif. J'ai une petite question, si je peux me permettre. Oui. Alors, bon, je ne le connais pas très bien, mais quel lien on peut faire avec cette notion d'avoir plutôt une mémoire auditive ou plutôt visuelle ou plutôt kinesthésique? Alors, je ne sais pas si ça a été validé scientifiquement, si c'est une notion qui est juste ou pas, mais quel lien on fait avec ça? Alors, ici, en fait, je pense que tu fais référence à Antoine de la Garandrie. Ah ben, certainement. Effectivement. C'est très proche, évidemment. Souvent, on peut, en simplifiant à l'extrême, et là, vraiment, je prends 1000 précautions parce que peut-être qu'il y a des experts d'Antoine de la Garandrie qui participent au sommet de l'éducation. Vraiment, en fait, c'est la façon dont je vais recevoir l'information. Je préfère peut-être la recevoir parce que le professeur marquera au tableau, qu'il y aura un PowerPoint, etc. Donc là, je serai plutôt du côté du visuel. Dans l'auditif, j'entendrai les paroles du professeur. Avec les intelligences multiples, ce que l'on dit, c'est que, mais je sais que ça pose question, hein, donc je suis très prudente sur ma réponse, ça permettrait plutôt le traitement de l'information. Je vais m'approprier l'information, mais ça se rapproche beaucoup des 5 gestes mentaux en particulier. Je vais traiter l'information pour pouvoir la comprendre. Par exemple, si j'ai une capacité visuelle spatiale très développée, je vais utiliser une carte mentale, par exemple, et je vais traiter toute l'information que j'ai reçue de manière auditive ou parce que j'ai vu un film, par exemple, et je vais la retraduire, c'est-à-dire je vais me l'approprier à l'aide de cette capacité visuelle spatiale. En fait, c'est vraiment une autre façon, en tout cas, en effet, un petit peu différent d'aller traiter, de connaître en fait sa façon d'apprendre. Ce qui va être intéressant, c'est de mêler un petit peu tout cela. Alors, on peut prendre la théorie des intelligences multiples, ce que de la Garandrie a dit, avec vraiment tout autour aussi du dialogue pédagogique. Hein. Voilà, c'est de quelle façon j'utilise tout cela pour pouvoir alimenter ce dialogue pédagogique, cet accompagnement en ouvrant des questions, en ouvrant des questionnements. Voilà, vraiment sans fermeture aucune et sans opposition aucune, en tout cas, sur toutes ces approches-là.
Et moi, ce qui me semble important, c'est qu'à ce moment-là, tu rappelles une chose essentielle, c'est que pour apprendre, j'ai d'abord et avant tout besoin fondamentalement d'être en relation. Donc, peu importe l'outil que je vais utiliser, ici, c'est un outil, les intelligences multiples, mais ça reste un outil. S'il y en a d'autres qui sont plus appropriés et avec lesquels je suis plus à l'aise en tant que parent ou bien en tant qu'enseignant, eh bien, utilisons-les. En fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la relation que je vais pouvoir, que l'enfant, le jeune, va aller chercher ces ressources dont il a besoin pour pouvoir apprendre, grandir, etc. Merci. Merci beaucoup à toi, Emeline, pour ton invitation en tout cas. Et puis, merci mille fois à chacun des participants pour tous ces beaux mots que vous laissez à la fin, voilà, qui sont chauds doudous. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, de toute façon, voilà, nous restons, vous pouvez aller découvrir voilà, le site de Flyaway s'il y avait des questions, voir un peu c'est les publications, voilà, toutes ces choses-là. Un support pour réaliser des sketch notes. Je pense à l'ouvrage qui est juste dans ma bibliothèque là. Travailler avec les sketch notes. Voilà, exactement. De Philippe Bobkobza et Audrey Hakoun. Non, Isabelle Payot. Isabelle Payot. Isabelle Payot, par exemple. Mais oui, en tout cas, donc il y a travaillé avec travailler avec les sketch notes et il y a également le même apprendre avec les sketch notes. En fait, globalement, ce sont à peu près les mêmes ouvrages, sauf qu'il y en a un qui se destine un petit peu plus sur la partie apprentissage et l'autre un peu plus sur le monde professionnel, mais en soi, on retrouve les mêmes sources à l'intérieur. En tout cas, il y a beaucoup de plaisir avec le sketchnote. Nous, on anime des ateliers de sketchnoting, soit avec des adultes, soit avec des enfants. C'est juste un moment délicieux. Alors là, c'était une question, pardon Anne-Sophie, plus sur le site, une application en ligne pour fabriquer avec les élèves. Alors, il en existe. Moi, j'en ai pas là en tête parce que je les utilise pas. On a tendance plutôt, nous, à passer par justement la corporelle kinesthésique pour les réaliser. Ceci dit, il en existe. Et alors, dans les ouvrages dont je vous parle, il y a des références. Là, spontanément, là, je pourrais pas vous dire. Alors après, c'est vrai qu'avec les plus jeunes, en tout cas les élèves, les lycéens, souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être un moyen, en tout cas, de les initier un petit peu à tout cela, de passer par des applications, comme il existe des applications pour faire des flashcards, des applications pour des cartes mentales. Là, voilà, je pourrais pas en tout cas spontanément, vous répondre sur une application. Mais oui, voilà, il y a une suggestion, en effet, d'Emeline sur Béatrice Huillier. Oui, exactement. En effet, très probablement, on suggère des choses intéressantes sur ce sujet. Tout à fait. Et un bon moment, en tout cas, à passer avec son enfant pour réaliser des sketch notes à partir d'un cours quel qu'il soit. Et puis après, peut-être même sur ses prochaines vacances en février ou des grandes vacances. Pourquoi pas imaginer, organiser ses vacances à l'aide d'un sketch note ou d'une mind map. Voilà, ça donne des choses très rigolotes et très sympathiques à partager. Eh ben, merci à toutes deux. Donc, Anne-Sophie, je pense que certains d'entre vous, notre téléspectateurs, t'ont découverte déjà dimanche. Et puis, donc, la conférence de Sylvie sur les réflexes archaïques est à venir donc vendredi, samedi. Voilà. Et puis, peut-être que certains d'entre vous vont continuer le marathon avec le prochain atelier créatif avec Stella. Voilà. Mais en tout cas, vraiment un grand merci. C'est vrai que c'était très stimulant comme atelier. Ça ouvre des perspectives. C'est super. Merci à chacun. Merci beaucoup, Emeline. À bientôt. À bientôt.